Voilà. Donc, merci pour, euh, pour, euh, pour cette invitation. Euh, donc, le sujet de notre exposé concerne donc la notion de malentendu socio-cognitif appliqué à l'enseignement universitaire et à l'usage qu'on peut en faire par rapport à un portfolio en première année à l'université. Alors, donc je passe les présentations personnelles, ça a été gentiment fait, merci. On va peut-être commencer par définir la notion de concept, enfin la notion de malentendu socio-cognitif. En fait, c'est un concept qui s'inscrit dans un cadre théorique plus large autour des travaux du réseau de recherche international RESEDA, qui signifie recherche sur la socialisation, l'enseignement, les inégalités et les différenciations dans les apprentissages, et qui a été fondé autour de l'équipe ESCOL de l'université Paris 8. Alors ici, vous avez quelques sources qui concernent les travaux de RESEDA et dont vous pouvez retrouver les références complètes à la fin du document. Ça donne un aperçu assez intéressant de leurs travaux. Alors en fait, ce concept de malentendu, il tente de décrire certaines difficultés qu'on peut retrouver à la fois chez les élèves et chez les enseignants de manière simultanée. Il s'agit en fait, entre autres, de la difficulté à saisir que l'effectuation en apparence adéquate des tâches qui sont demandées aux élèves ne correspond pas forcément à la démarche intellectuelle qui est visée par l'école, par les programmes, par les enseignants. Et donc, ça s'inscrit en fait pour les chercheurs de RESEDA dans une tendance qu'ils observent de plus en plus grande chez les enseignants à proposer des tâches aux élèves qui sont censées les rendre plus actifs. Notamment par la mobilisation de connaissances, enfin des connaissances personnelles des élèves, en recourant à des contextes qui seraient tirés de la vie quotidienne, des contextes authentiques. L'idée étant que de provoquer chez les élèves une démarche de type inductif, où en fait l'action, l'effectuation de la tâche va servir de base pour ensuite la construction des savoirs qui sont visés par les élèves. Mais ce que une série d'observations dans ces recherches montrent de façon assez récurrente est le fait que voilà, l'effectuation concrète de ces tâches par les élèves qui s'appliquent voilà, à faire leur travail correctement ne suffit pas toujours à aboutir en fait aux objets de savoir qui sont visés. Et les enseignants ne s'en aperçoivent pas toujours sur le moment même, en plein cœur de l'action, parce qu'ils ont une multitude de paramètres à gérer, notamment la gestion du groupe classe, qui ne leur permet pas toujours d'analyser, d'avoir conscience des processus cognitifs chez les élèves. Et donc, on a certains élèves qui, du coup, pensent avoir rempli leur part du contrat en étant vraiment très, très sérieux à la tâche, mais qui se raccrochent en fait aux aspects plus superficiels des consignes qui sont données, au faire, entre guillemets, et qui n'entrevoient pas en fait tout ce travail inductif qui se dissimule derrière la tâche à effectuer et qui correspond en fait véritablement à ce qui est visé et pas finalement résoudre le problème en tant que tel qu'on est en train de faire n'est pas la visée principale, c'est vraiment le savoir qui se cache derrière qu'il faut construire à partir de cette tâche qui est important. Pour le dire en un aphorisme, ils ont fait mais ont-ils appris? Alors, c'est d'autant ce processus est d'autant plus renforcé que en fait il y a à nouveau les observations qui sont faites montrent cette tendance chez les enseignants en fait à beaucoup s'attarder justement sur le fait que la tâche soit bien faite par les élèves, que la leçon suive une marche correcte avec un rythme qui soit convenable et finalement consacre moins de temps avec les élèves à tout ce processus de construction, de formalisation des savoirs avec eux. Et c'est d'autant plus vrai alors c'est déjà vrai pour les savoirs plutôt disciplinaires, mais qui font encore l'objet d'une certaine explicitation plus importante. Mais c'est encore plus vrai pour les savoirs dits transversaux entre guillemets. Ici, les guillemets sont importantes. On peut donner par exemple l'exemple avec celui de la lecture-compréhension d'un texte, dont on pourrait penser qu'en fait, elle serait uniquement du ressort du professeur de français ou du cours de français en tout cas. Mais en réalité, on peut se poser des questions quant au fait que lire, comprendre un texte, ce n'est pas forcément la même chose en sciences naturelles en tout cas, en mathématiques, en géographie, etc. etc. Et du coup, il n'y a pas forcément un travail spécifique qui est fait de ce point de vue-là dans ces différentes disciplines. Et ce qui peut donc constituer des difficultés donc des difficultés vis-à-vis de l'explicitation.
Et donc, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un effet de leurre réciproque, hein, un malentendu qui s'installe en fait entre enseignants et élèves. Et ici, vraiment, la notion de malentendu, elle diffère de celle de sous-entendu, dans le sens où les acteurs et les actrices qui sont présents n'ont pas conscience de son existence, contrairement à un sous-entendu où, en fait, voilà, recourir à des sous-entendus peut être une technique pédagogique pour l'enseignant, mais cela se fait de manière tout à fait contrôlée et consciente. Ce n'est pas le cas du malentendu. Et en fait, à travers cette notion de malentendu, il y a toute une série de références qui sont faites aux travaux du sociolinguiste Basil Bernstein, notamment de son concept de pédagogie invisible. Il y a très clairement des liens très forts qui existent avec ce cadre théorique. Par ailleurs, les recherches empiriques qui sont menées au sein de Reseda indiquent une plus grande sensibilité de ces malentendus chez les élèves des classes populaires. Et une hypothèse explicative qui n'a pas été vérifié en tant que tel par contre, hein, mais qui reste à l'état d'hypothèse, pour expliquer cela, est que en fait la socialisation des élèves joue un rôle important dans la nature des processus cognitifs que les élèves vont engager à l'école. Et là, il y a de nouveau une référence qui est assez forte aux travaux de Basil Bernstein, mais aussi aux travaux de Lev Vygotsky sur tous les liens qui existent entre socialisation, processus cognitifs et les pratiques langagières afférentes. Alors à ce stade, il est important de peut-être faire une distinction par rapport à l'hypothèse du handicap socioculturel qui peut parfois être assimilé à celle de malentendu dans certains cas. Ici, contrairement à cette notion de handicap socioculturel, quand on parle de malentendu sociocognitif dans le cadre des travaux de Reseda, il s'agit aussi de remettre en question les normes et les pratiques d'enseignement et pas simplement les caractéristiques des élèves. Et donc, en fait, ces pratiques d'enseignement, elles auraient tendance à engendrer, et à l'insu des enseignants d'ailleurs, une invisibilisation des véritables enjeux de savoir auprès des élèves. Et c'est d'autant plus vrai pour certaines chercheuses qui parlent carrément de savoir transparent ou de savoir incident aux yeux des enseignants eux-mêmes, et pas simplement aux yeux des élèves. Et donc on voit que voilà, il y a vraiment, c'est vraiment la rencontre entre les habitudes des élèves et les normes du travail scolaire, les pratiques enseignantes. C'est de la rencontre de tous ces aspects-là que naîtront, en tout cas que pourraient naître les malentendus. Et donc il y a une co-construction des difficultés scolaires. Et là, vous voyez qu'il y a très clairement aussi des liens à faire par rapport à l'exposé de Dorothée Baillet. Par beaucoup d'aspects, nos propos en fait s'inscrivent dans des cadres théoriques communs. Alors, cette notion de co-construction, elle a aussi été développée dans une approche dite relationnelle des inégalités socio-scolaires qui a été théorisée par Elisabeth Bottier et Roland Guagou. Et donc, vraiment, il ne s'agit pas de rejeter la faute sur les élèves ou les enseignants, mais vraiment la perspective qui est ici, c'est de chercher à comprendre comment chacun, en fait, va contribuer à la construction des inégalités en fonction de sa position. Et il y a bien sûr une mise en garde qui est importante à faire toujours quand on évoque ces questions, c'est que la relation entre la nature de la socialisation familiale et scolaire n'est pas systématique, bien entendu. Il faut vraiment pas réifier cette relation. Il existe des tendances lourdes qu'on peut constater à travers des observations, à travers même des travaux plus quantitatifs, mais toutes ces tendances ne sont pas inéluctables, bien entendu. Alors peut-être un petit exemple pour illustrer la notion de malentendu. Nous le reprenons de l'ouvrage de Bottier et Rayou. C'est celui de la dissertation de philosophie qui est pratiquée en France. Alors les objectifs de cet exercice scolaire sont entre autres de permettre l'accès aux élèves à une méthode de réflexion critique et autonome et de les former à être des citoyens responsables. C'est un peu ce qui est visé. Alors malgré cela, ce que constatent beaucoup d'enseignants qui enseignent cette discipline dans les lycées français, c'est que voilà, en fait, les copies souvent montrent un conformisme qui est juste très affligeant. De leur côté, les élèves, eux, ont tendance plutôt à se plaindre que, contrairement à ce qui est annoncé, ils ne peuvent pas véritablement donner leur avis.
Et en fait, cet exercice de la dissertation, il exige une posture qui est double, qui peut même paraître contradictoire d'ailleurs. C'est que ça exige tout à la fois un engagement personnel des élèves qui doivent se positionner par rapport à une problématique de façon personnelle, et puis tout de même une posture argumentative qui est impersonnelle, puisqu'il s'agit malgré tout de rentrer dans une relation de communication où il s'agit de convaincre l'autre. Et donc cela effraie, en tout cas cela peut effrayer les élèves qui ont beaucoup moins d'assurance, ces élèves pourront avoir le sentiment d'être jugés sur leur personne, à la tête du client, comme ils disent, plutôt qu'évalués sur leur production. Et ce sentiment de disqualification potentielle, en fait qu'ils ne se sentent pas légitimes, pour certains d'entre eux, à donner leur avis. Et de ce point de vue-là, en fait, l'appartenance sociale peut se révéler un facteur de poids extrêmement important, dans le sens où l'assurance n'est pas forcément quelque chose qui est distribué de façon égale entre les différentes classes sociales. Du coup, les auteurs donnent un exemple d'une élève, Jian, qui est critiquée par son professeur parce qu'il estime que ses arguments sont beaucoup trop personnels. Et là où en fait il fallait comprendre que cette élève en fait ne pouvait pas généraliser son propos à partir de son seul cas particulier, elle l'a compris comme étant en fait une absence de légitimité par rapport à sa personne pour intervenir dans un débat intellectuel. Donc vous voyez le malentendu ici qui peut s'installer. Et donc la conséquence de cela, de manière générale chez de nombreux élèves, en fait, c'est qu'ils vont éviter la prise de risque, parce qu'il y a vraiment une prise de risque vraiment au sens identitaire du terme qui peut s'opérer, et ils vont donc adopter des stratégies qui sont beaucoup plus stéréotypées parce qu'ils les jugent beaucoup plus sûres. Par exemple, quelque chose qui constatait de façon assez importante dans les copies de dissertation philosophique est que une série d'élèves refusent de se positionner sur la problématique, qu'ils vont développer un exposé neutre fait d'arguments et de contre-arguments qui vont plus ou moins s'équilibrer, mais avec l'absence d'une véritable synthèse, alors que c'est vraiment un élément qui est extrêmement important lorsqu'on appelle une dissertation philosophique, en tout cas telle qu'elle est présentée. Et certains revendiquent même carrément un droit de réserve. Alors, ce concept de malentendu socio-cognitif a été essentiellement développé dans le cadre de recherches concernant l'enseignement primaire et secondaire, même s'il y a quand même eu quelques recherches le concernant dans l'enseignement supérieur. Mais enfin, tout de même, on peut se poser la question de son applicabilité à l'université. On peut notamment y opposer le fait que les étudiants qui arrivent à ce niveau-là de leur scolarité ont déjà franchi toute une série d'étapes et d'obstacles, et qu'il y a donc des effets de sursélection qui peuvent amener à se poser la question, peuvent-ils être encore sujets à des malentendus, sachant que ceux qui étaient beaucoup plus sensibles à cela ne sont probablement pas arrivés à ce niveau-là pour beaucoup de la scolarité. On peut néanmoins dire que la massification qui s'est opérée dans l'enseignement secondaire s'est accompagnée d'une forme de démocratisation ségrégative, pour reprendre la typologie développée par Pierre Merle. Et c'est d'autant plus vrai en Belgique francophone que notre système éducatif se caractérise par une très forte ségrégation socio-scolaire entre les différents établissements. Et il se caractérise aussi par ailleurs par le fait que l'accès à l'université est conditionné uniquement en fait à la possession du CESS, à quelques exceptions près, comme les études en sciences de l'ingénieur ou en sciences médicales. Mais donc en fait, finalement, on pourrait avoir l'illusion d'une scolarité commune pour une série d'étudiants qui arrivent, qui démarrent à l'université, mais les socialisations scolaires qu'ils ont ou qu'elles ont connues, en fait, sont très inégales. Et on pourrait reprendre deux cas très extrêmes en comparant un élève qui aurait fait l'enseignement général dans une école élitiste, dans une option latin maths forte, par exemple, et puis d'autre part, un élève qui aurait décroché un CESS via une 7e année professionnelle. Ils ont tous les deux le CESS et peuvent accéder, du coup, pratiquement aux mêmes études à l'université. Et puis un autre point qui aussi doit malgré tout nous questionner, c'est le fait que, on le sait, les taux d'échec restent relativement importants en bloc 1, dans l'enseignement supérieur à l'université en particulier. Et donc il y a malgré tout des questions à se poser à ce niveau-là, qui nous font dire que peut-être que la notion de malentendu socio-cognitif n'est pas absurde à tenter de mettre en œuvre pour expliquer certains phénomènes et certaines difficultés dans l'enseignement universitaire.
Alors, voilà, du coup, quel malentendu à l'université pourrait s'opérer. Et ici, notre propos va aussi rejoindre de nouveau en partie des choses qui ont été dites, et c'est je pense très complémentaire par Dorothée Baillet. Mais donc, on pourrait parler par exemple de l'injonction à l'autonomie, qui est quelque chose un message qui est très, très important, qui est véhiculé à l'université et qui est interprété par de nombreux étudiants comme un impératif à être plus sérieux et assidu au travail, en fait. Donc ici de nouveau, donc là pour ces éléments-là, nous nous basons de nouveau sur les quelques études qui ont été faites au sein de Reseda par rapport à l'enseignement supérieur. Mais donc voilà, par rapport à cette injonction à l'autonomie, en fait pour les étudiants, bien souvent il va s'agir de compenser le plus faible cadrage institutionnel de l'université par rapport au secondaire par une plus grande quantité de travail. C'est vraiment la quantité de travail qui va opérer cette compensation et éventuellement un travail plus régulier. Et donc pour les élèves qui ont cette conception, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment un attachement aux formes les plus visibles du travail universitaire. Et notamment, ce qui est probablement le point le plus important, c'est le fait d'assister aux cours. Mais vous avez aussi d'autres points, à lire les supports et documents écrits, préparer les examens, etc. Or, il y a toute une série d'autres aspects du contrat didactique qui sont beaucoup plus implicites, moins visibles, mais qui sont rarement énoncés par ces étudiants et qui pourtant sont tout aussi importants, si pas plus importants encore, par rapport à la réussite. Et donc, vous avez par exemple la confrontation et l'articulation des différents types de savoirs qui sont en jeu, dans les différents cours, dans les différentes activités d'apprentissage au sein d'un même cours, mais aussi en confrontation avec les connaissances personnelles de l'étudiant ou de l'étudiante. Il y a aussi le fait d'éviter une vision cumulative du savoir qui ne s'empile donc pas par couches successives, mais qui doit plutôt dorénavant s'organiser en un réseau de relations de signification. Il y a également l'appropriation critique des contenus, notamment par des recherches complémentaires pour les étudiants et la construction de ses propres connaissances personnelles, y compris par rapport aux sujets qui font l'objet du cours et des contenus. Et donc, tout ça implique vraiment une démarche d'implication personnelle dans le travail intellectuel où les contenus ne peuvent plus simplement faire l'objet d'une certaine mise à distance. Voilà, ils sont enseignés, il faut les connaître, il faut pouvoir les restituer. Non, il y a vraiment une véritable implication qui est demandée de la part des étudiants pour remplir les réquisites de l'enseignement universitaire. Et vous voyez qu'une partie de ce qui a été dit là, n'est pas sans lien avec ce que nous avions dit sur la dissertation philosophique. Alors, Bottier et Rayou donnent de nouveau quelques exemples que nous en avons repris quelques-uns ici par rapport à ce qui vient d'être dit, et de façon un peu plus concrète d'ailleurs. Par exemple, ils ont constaté la difficulté chez une série d'étudiants à appréhender la spécificité des nouvelles disciplines qui sont généralement absentes du secondaire. Et ils prennent le cas d'un étudiant, Joachim, qui est inscrit en première année de sciences à l'université et qui dit la chose suivante par rapport à des travaux pratiques de techniques de communication. Je vous cite, « Enfin, ça ressemble à du français, quoi. Le français qu'on faisait au lycée, justement, ben là, on voit des textes, puis on essaie d'analyser en fait comment les auteurs ont essayé de communiquer avec des lecteurs et tout ça. Sinon, de l'astrophysique, bon, bah, ça ressemble plus à de la physique, justement, et c'est surtout des exos. » Et donc, on voit ici qu'il y a ça renvoie aussi à des choses que nous avions dites précédemment, par exemple par rapport à la communication, vu comme savoir transversal, sauf que communiquer en sciences comporte une série de spécificités qui ne sont pas celles d'autres disciplines et qui donc nécessitent un apprentissage qui visiblement ici passe complètement inaperçu pour cet étudiant. On voit bien qu'un malentendu se crée. Il y a aussi des difficultés quant à la transversalité des enseignements. Ici, Bottier-Rayou relaie les propos d'un enseignant universitaire dans un cursus de géographie qui dit ceci de ses étudiants, donc en géographie. Quand on leur dit que la géographie, c'est une science sociale et que c'est à l'intersection des sciences de la Terre et des sciences sociales, quand ils entendent parler de la sociologie, par exemple, ils disent « Ah, mais non, nous, on est là pour faire de la sociologie. » Et donc, voilà de nouveau une autre difficulté à appréhender justement cette articulation entre les différents savoirs qui ne sont pas étanches entre eux comme ils l'étaient bien souvent, en fait, dans le secondaire. Et donc, on voit qu'en fait, derrière tout cela se profilent non seulement des difficultés d'affiliation d'ordre social et institutionnel, mais aussi des difficultés d'affiliation d'ordre intellectuel. Et donc,
à nouveau, s'acquitter minutieusement de son travail avec sérieux, de manière régulière, c'est une chose, mais c'est différent de s'impliquer véritablement dans un travail intellectuel autonome. Alors, l'intérêt qu'on peut voir à analyser les difficultés qui peuvent être rencontrées dans l'enseignement universitaire en termes de malentendus, il y en a quelques-unes et notamment ça peut contribuer en fait à modifier la perception, de la difficulté et à déconstruire certains poncifs, à ce propos. Notamment le fait que les étudiants ne travailleraient pas assez, auraient une vision trop instrumentale des savoirs ou d'autre part que les professeurs dispenseraient des enseignements qui seraient trop abstraits, trop implicites et donc trop sélectifs. Or, ce que ce concept nous appelle à analyser, enfin, en tout cas, ce à quoi nous encourage à nous interroger, c'est le fait que, voilà, on peut constater que nombre d'étudiants, en fait, qui sont en échec, travaillent beaucoup, mais le problème ne se situe pas à ce niveau-là, il se situe dans le fait ils éprouvent des difficultés à saisir les spécificités du travail universitaire, qu'ils ont donc du mal à opérer toutes les ruptures épistémologiques et méthodologiques qui doivent être faites, notamment par rapport à l'enseignement secondaire. Et voilà, et du côté des enseignants, si eux proposent des savoirs qui ont ces caractéristiques-là, c'est aussi parce que c'est en lien, c'est parce que les savoirs universitaires sont davantage en lien avec l'actualité de la recherche. Et donc ces savoirs s'inscrivent davantage dans une plus grande pluralité de cadres théoriques qui sont en confrontation entre eux, voire dans la controverse. Ça aussi, c'est relativement neuf par rapport à ce que les étudiants ont connu dans le secondaire. Et donc ces savoirs sont davantage soumis à la discussion critique, ils s'inscrivent dans des régimes de vérité qui sont beaucoup plus incertains. Là où dans le secondaire, à nouveau, on est dans des régimes de vérité qui sont assez forts, voilà ce qui est enseigné, et c'est tel quel qu'il faut généralement le restituer ou le mobiliser, notamment dans les évaluations. Et donc on voit qu'en fait les étudiants doivent se positionner dans un univers de sens qui est beaucoup plus incertain, où il y a beaucoup plus d'incertitudes, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Et du coup, reprendre tel quel le discours de l'enseignant n'est plus du tout satisfaisant. Il faut vraiment une mobilisation intellectuelle pour voilà, construire et justifier son propre positionnement personnel par rapport à des sujets, par rapport à des thématiques, mais évidemment en mobilisant les outils formels qui ont été enseignés, malgré tout. Et donc, dans ce cadre-là, voilà, ça devient difficile pour les étudiants de s'abriter derrière le savoir qui est fourni par l'enseignant, comme ils pouvaient le faire davantage dans le secondaire. C'est une posture la posture qu'ils doivent adopter doit impliquer une certaine prise de risque, y compris identitaire, et donc elle nécessite une certaine assurance et un sentiment de légitimité suffisamment fort. Et là, vous voyez que de nouveau, il y a un lien avec ce qui a été dit précédemment par rapport à la dissertation de philosophie. Et en tout cas, on peut dire que d'un point de vue de leur socialisation, tout ça n'est pas distribué de façon égale. Voilà, et donc à nouveau, voilà, il y a des liens très forts qui existent par rapport à tout ce qui a été développé autour de la notion de rapport au savoir. Il y a très clairement des liens très étroits, hein, entre la notion de malentendu et de rapport au savoir, tel que Dorothée l'a développé. Voilà, et donc il faut bien comprendre, hein, pour conclure sur ce point-là, que cette structuration de l'enseignement universitaire qui s'explique véritablement aussi par le régime de fonctionnement des savoirs scientifiques en eux-mêmes. Et que donc c'est quelque chose qui est relativement intrinsèque à l'enseignement universitaire, en tout cas tel qu'on peut le concevoir avec cette forte articulation avec la recherche qui est menée par l'enseignant. Ou en tout cas, on peut peut-être l'affirmer de façon plus forte pour le champ des sciences humaines et sociales. Il faudrait voir éventuellement s'il n'y a pas des spécificités aussi entre les différentes disciplines à l'université de ce point de vue-là. Voilà. Mais la difficulté, c'est que voilà, ces caractéristiques-là, elles sont bien présentes, elles sont nécessaires. Donc, c'est pas cela qui doit forcément être mis en cause. Mais ces exigences, elles restent le plus souvent à l'état d'implicite. Parce que voilà, en l'absence d'un cadrage qui est plus fort pour accompagner en fait les étudiants dans la construction de cette nouvelle posture intellectuelle qu'ils doivent adopter, des difficultés persistent et le simple fait d'énoncer ces exigences ne suffit pas à ce qu'elles soient intégrées par les étudiants. Il y a vraiment un travail spécifique qui doit être fait avec eux. Et là, il peut y avoir une source de malentendu dans le sens où on peut penser que voilà, puisque l'exigence a été énoncée explicitement auprès des étudiants, normalement, ils devraient pouvoir le faire. Or, les choses peuvent se révéler malheureusement plus compliquées que cela.
Alors pour la dernière partie de notre exposé, qui concerne donc la recherche empirique que nous souhaitons mener sur cette question-là, on va d'abord peut-être juste vous préciser le contexte dans lequel cela se déroule. Il s'agit en fait du contexte de la réforme New-BA à l'ULB, qui est une réforme en fait qui concerne les bacheliers en sciences psychologiques et de l'éducation. Il s'agit d'une réorganisation du cursus qui se traduit notamment, puisque c'est toujours en cours, par la création d'une nouvelle unité d'enseignement en bloc 1 depuis cette année-ci, qui propose en fait aux étudiants une introduction aux approches plurielles en sciences psychologiques et de l'éducation et en logopédie. Et cette unité d'enseignement s'intitule Starting Block. Elle a entre autres pour objectif de permettre une entrée en fait plus progressive dans une discipline ou en tout cas dans un champ disciplinaire qui est peu enseigné dans le secondaire, et de favoriser donc le changement de posture épistémique qui est attendu et que nous avons évoqué. Alors dans le cadre de cette unité d'enseignement, en fait, il est demandé aux étudiants, entre autres, de produire un portfolio qui comporte un texte d'analyse réflexive qu'ils doivent remettre en fin d'année. Alors, ce que nous entendons par la réflexivité avec Guillaumin, ici je vais vous le citer pour que ce soit très clair. Donc voilà, c'est l'aptitude en fait, en tout cas une aptitude à reconsidérer, repenser, reconstruire mentalement ses expériences et ses actions d'une manière réfléchie et plus ou moins systématique. La réflexivité implique et présuppose à la fois une attitude d'ouverture, d'éveil et même de curiosité pour mettre en question l'évidence de ses propres situations et expériences. Elle permet un retour analytique sur ses actions en vue d'en réguler la poursuite. Voilà pour la définition de la notion de réflexivité. Et donc, on en revient à Starting Block avec ces étudiants qui doivent produire une analyse réflexive sous forme d'un texte. Et nous leur demandons d'articuler à travers deux axes. Un premier axe qui concerne donc la spécificité du regard que les sciences psychologiques et de l'éducation portent sur les phénomènes qu'elles étudient d'une part, et d'autre part, tout ce qui concerne la spécificité donc du cursus, de ce cursus, et des professions auxquelles elle peut mener. Alors, ce travail d'analyse réflexive, les étudiants doivent le faire en s'appuyant sur un travail de recherche qu'ils vont effectuer en groupe tout au long du second quadrimestre. Et en fait, dans le cadre de ce travail de recherche, il leur est demandé de travailler, de démarrer en fait leur travail sur base de l'observation naïve d'un phénomène en rapport avec le sujet qu'ils auront choisi. Et ensuite, ce travail va se poursuivre par une exploration de la littérature scientifique et par l'élaboration d'une problématique sur base d'un cadre théorique qu'ils auront adéquatement choisi. Et en fait, ce qu'on leur demande de faire dans l'analyse réflexive, c'est de faire la comparaison entre cette première description naïve qu'ils auront faite vraiment au tout départ, avant d'avoir commencé à se documenter sur le sujet, d'une part, et alors d'autre part, de comparer avec la problématique finale à laquelle ils auront abouti. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils puissent, à travers cette comparaison, dégager le cheminement intellectuel qui permet de passer de l'un à l'autre et qui aboutit en fait à cette rupture ou cette démarcation épistémologique qu'on attend de leur part. C'est un peu ça l'idée. Et vous voyez que donc ici l'idée, c'est vraiment aussi, c'est qu'à travers ce processus de réflexion, de retour réflexif sur leur propre travail, sur leur propre expérience vécue dans le cadre de ce travail et de manière générale de leur cursus, l'idée c'est qu'ils créent leur propre connaissance par la conceptualisation de leur expérience personnelle dans ce cursus. Donc là, il y a très clairement un lien avec la notion d'apprentissage expérientiel proposée par David Kolb. Dernier point, concernant cette unité d'enseignement, les étudiants sont, durant l'élaboration à la fois de leur travail et du portfolio, sont accompagnés par un tuteur ou une tutrice qui est lui-même ou elle-même un étudiant, une étudiante de bloc 1 ou de master en sciences psychologiques et de l'éducation. Excusez-moi, si je peux vous demander de conclure en 5-6 minutes. Merci beaucoup. Oui, je pense qu'on en a d'ici 3 minutes, ce sera fait bien. Alors, quelques éléments peut-être de problématiques concernant la recherche que nous souhaitons mener. Donc ici, le questionnement de recherche qui y est lié. Nous posons la question dans quelle mesure ce dispositif que nous proposons aux étudiants en première année de bachelier en sciences psychologiques et de l'éducation est susceptible en fait de provoquer les ruptures des marcations qui sont attendues de leur part. Parce qu'on peut se poser la question de cela sera-t-il suffisant
pour empêcher la persistance d'une plus grande, toujours une plus grande importance accordée à une acquisition plutôt quantitative des contenus et des savoirs plutôt qu'en fait une acquisition plus qualitative d'une pensée, d'une réflexion qui va articuler les différentes idées et connaissances auxquelles ils seront confrontés. On peut se poser la question. D'autant plus que les recherches, une série de recherches montrent que la réflexivité se heurte en fait à une série d'obstacles pour les étudiants. Entre autres, la liste n'est pas exhaustive, mais entre autres les difficultés qui sont liées à la pratique de l'écriture, parce qu'en fait la réflexivité pourrait s'exprimer par d'autres canaux que celui-ci. Le manque de familiarité avec l'exercice, qui en fait ne fait l'objet d'aucun enseignement explicite et qui n'en avait pas fait l'objet, non pas plus quand les étudiants étaient dans le secondaire. Le fait qu'il s'agisse d'une démarche chronophage qui peut donc empiéter sur d'autres activités d'apprentissage. Et puis aussi, et ça c'est quelque chose qui est quand même relativement important et qui s'inscrit un peu dans ce que nous avions dit par rapport au malentendu, le fait que certains étudiants considèrent que la réflexivité est juste un gadget inutile pour l'apprentissage, que ce qui est le plus important, c'est d'acquérir des connaissances, et qu'il s'agit donc plus d'une exigence formelle qu'autre chose. Alors, très rapidement ici, vous donner quelques éléments du canevas de l'étude empirique, mais c'est vraiment très provisoire parce qu'en fait, notre travail de réflexion par rapport à cela est vraiment encore en cours d'élaboration. Mais il s'agirait tout de même, dans un premier temps, de procéder à une analyse du corpus qui est formé par donc l'ensemble des textes réflexifs qui auront été remis par les étudiants du bachelier, de première année de bachelier, dans le cadre de cette unité d'enseignement, Starting Block. Et alors ici, vous avez quelques éléments qui guident l'élaboration de nos critères de l'analyse de contenu. Et donc, y a-t-il l'identification ou non, adéquate ou non, des spécificités relatives au savoir en sciences psychologiques et de l'éducation? Y a-t-il l'identification ou non, adéquate ou non de ces spécificités, mais par rapport au cursus de manière générale et notamment des professions auxquelles il peut mener? Y a-t-il présence ou non d'une attitude ou d'un recul critique par rapport au sens commun, qui est un point qui est important. On voit qu'en fait les ruptures sont à multiples niveaux, hein, les ruptures que doivent provoquer les étudiants, elles sont par rapport à ce qu'ils ont appris en secondaire, mais elles sont aussi par rapport au sens commun. Et donc ça aussi, on essaie par rapport à ça, de voir ce qu'il en est. Et puis, y a-t-il l'identification de la nécessité de s'approprier de façon personnelle les savoirs et de s'engager vraiment de façon autonome dans le cursus et par rapport aux enseignements qui sont proposés. Voilà. Les différentes copies seront classées selon 4 catégories en fonction du nombre de critères par rapport à l'analyse de contenu qui seront remplis. Donc, une catégorie avec des copies qui n'auront validé aucun critère, d'autres qui auront validé tous les critères, puis une autre avec une majorité de critères et la dernière avec une minorité. Et donc, l'idée, c'est d'en fait ensuite sélectionner 5 étudiants dans chacune de ces catégories pour procéder à des entretiens de type compréhensif. L'idée étant de comprendre leur point de vue, le point de vue des étudiants et leur positionnement par rapport au cursus, par rapport au savoir en jeu et de déceler d'éventuelles traces de malentendus par rapport aux attentes et exigences qui leur sont adressées ou de façon explicite ou implicite et par rapport à la nature des savoirs en jeu, notamment en comparaison avec le secondaire. Et nous mettrons tout ça en lien avec quelques données biographiques que nous leur demanderons, notamment par rapport aux établissements et aux formes d'enseignement qu'ils ont fréquentés en secondaire, par rapport à leur perception du niveau global de leurs résultats scolaires quand ils étaient en secondaire et par rapport aux diplômes et professions de leurs parents. Voilà, donc en guise de conclusion, simplement, nous souhaiterions peut-être poser une question ouverte pour prolonger la réflexion par rapport à nos pratiques d'enseignement, à savoir comment pourrait-on enseigner la réflexivité et l'autonomie intellectuelle, sachant qu'il ne s'agit pas seulement d'acquérir des techniques et des stratégies, mais vraiment une posture intellectuelle en tant que telle. Voilà. Nous vous remercions pour votre attention.